Comidienne, bienvenue dans Graffiti. Pour ce présent numéro, il sera largement question de polar, de poésie et de cinéma. Pour cela, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir l'écrivain et cinéaste Karim Miski et aussi la poète et comédienne Lou Garion. Lou, bienvenue à Berbère Télévision. Merci. Je t'en prie, Karim aussi, bienvenue à Berbère Télévision. Merci. Je t'en prie. Donc, je commence à discuter avec toi. Donc, tu as écrit un polar qui a eu beaucoup de succès, Arabe Jazz, sorti donc aux éditions Viviane Amé. Je crois que la traduction allemande vient de sortir. Alors, c'est quoi ce roman? C'est quoi ce polar? Alors, comment résumer? On va dire que c'est un roman policier multiculturel, Oui. voilà, qui se passe à Paris aujourd'hui, dans le 19e arrondissement, sur fond de fondamentalisme religieux juif et musulman, et avec aussi des témoins de Jéhovah, un trafic d'une nouvelle drogue, des flics pourris et d'autres flics honnêtes, ça existe aussi. Et donc voilà, c'est un peu, on pourrait dire un roman sur le melting pot parisien aujourd'hui revisité. Au départ, c'est quelqu'un qui est un peu malade, qui se rencontre chez lui, et donc manque de peau pour lui. Il y a une de ses voisines qui meurt, c'est ça? Assassinée, ouais, de manière assez horrible. Mais alors, il y a un mystère, c'est qu'à côté du cadavre donc, de cette voisine, qui s'appelle Laura Vignola, on retrouve un rôti de porc cru, avec un couteau Ikea planté dedans et un liquide rouge. Et donc, les flics qui viennent pour enquêter se disent, tiens, pourquoi mettre un rôti de porc? Qu'est-ce qu'ils vous ont voulu signifier? Comme il y a beaucoup de musulmans et de juifs fondamentalistes dans le quartier, des Lubavitch, des salafistes. C'est dans le 19e arrondissement voilà, dans le de Paris, 19e arrondissement. Voilà. Donc du coup, ils se demandent, est-ce que c'est des fondamentalistes qui ont fait ça? Oui, mais pourquoi? Et puis la victime, elle est ni juive ni musulmane. Donc voilà, ils partent sur des pistes comme ça, religieuses, et puis bon, je ne vais pas raconter parce que c'est un polar, donc il faut laisser le suspense, mais ça sera un peu plus compliqué que ça. Ça, c'est vrai, il faut laisser le suspense. Et tu m'avais dit que le livre est déjà traduit en plusieurs langues et qu'il va être traduit encore dans d'autres langues. C'est quelle langue alors? Alors, il a été traduit déjà en grec et en italien l'année dernière. Cette année, il est sorti en allemand. Et ça marche bien. Là, il est je crois, 6e sur la liste des meilleures ventes en Allemagne? En polar, ouais. Et puis là, il sort cet été en Argentine, en espagnol. Et en novembre, je crois, en Angleterre, en anglais. Donc, voilà, chez l'éditeur qui avait édité Millennium. Très intéressant donc, tout ça, n'est-ce pas? Et donc, en plus de l'écriture, tu es aussi cinéaste, tu as réalisé beaucoup de documentaires et le dernier a eu aussi beaucoup de succès. C'est Juifs et musulmans, si loin, si proches. Oui, c'est ça, oui. C'est une histoire qui concerne effectivement notamment l'Afrique du Nord, puisqu'il y a une bonne partie de cette histoire qui s'y passe, puisque les Juifs étaient là avant les musulmans. Bien avant les musulmans, ce qu'on a parfois tendance, bon, peut-être pas à oublier, mais en tout cas à mettre de côté, disons, à comme réalité. En tout voilà. cas, oui, c'est vrai. Mais bon, c'est une histoire méditerranéenne, en fait, au sens large, parce qu'évidemment, ça concerne plus, disons, les Juifs du monde islamique que les Juifs d'Europe, même si dans la fin de cette histoire, avec la naissance du sionisme, etc., du coup, les Juifs ashkénazes vont aussi jouer un rôle important dedans. Donc, c'est 4 fois 52 minutes qui racontent 14 siècles d'histoire. Depuis la naissance de l'islam jusqu'à aujourd'hui. Une histoire, voilà, comme plein d'histoires humaines avec des hauts et des bas. C'est ce que je voulais dire. Sur le fond, c'est une belle histoire humaine que peu de gens connaissent de par le monde en général. On va y revenir. Lou, toi, tu es comédienne, tu es poète, tu es écrivain aussi et tu participes souvent au Work in Progress. Alors, c'est quoi ce Work in Progress? Tu peux me dire quelque chose? C'est justement en fait l'initiative, enfin le projet qui a fait de moi tout ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'en fait, je l'étais déjà, mais un peu sur un malentendu, je me suis retrouvée à lire un de mes textes balbutiants dans ce projet-là, puisque ce projet concerne des gens qui vont lire un extrait de 10 minutes de quelque chose qu'ils sont en train d'écrire, oui. Avant la parution du texte. Voilà. Et donc ça se déroule dans un café, c'est à Paris.
Et comment est-ce qu'on essaye de prendre contact avec les auteurs alors? C'est des gens qu'on connaît déjà? C'est des gens qu'on sollicite? Karim peut répondre aussi, Oui, bien sûr. peut-être juste pour reprendre le concept au départ. Oui. Donc c'est quelque chose qu'on avait créé avec Sonia Rollet, qui est pas là, parce Oui, qu'elle est oui, que en je reportage salue, hein. en Afrique en ce moment, au Burundi. Donc l'idée, voilà, comme l'a dit Lou, c'était de permettre à des auteurs d'écrire un texte qui n'est pas encore abouti, work in progress, donc ça veut dire en cours de création en fait, un travail Oui. en cours exactement. Donc c'est un travail en cours que des auteurs viennent soumettre au public en fait du restaurant. Donc ça se passe au Pitch Me dans le 11e arrondissement, 6 rue de Vaucouleurs, Voilà. tout près de la Maison des Métallos, près du métro J'ai Couronne. l'impression chaque lundi sur 2. c'est Un ça? lundi sur lundi deux. sur deux. Voilà. Là, par exemple, donc il y en a un le 12, donc celui d'après, c'est le 12 et 14, 26 mai. Le prochain, pour les auditeurs, ce sera le 26 mai. Donc voilà, au Pitch Me, 6 rue de Vaucouleurs. La première lecture est vers 20h15 et ça ouvre à 19h. Et donc voilà, c'est une idée qui a plu à beaucoup d'auteurs. Et effectivement, Lou était la première à avoir lu cobaye. lors Elle a eu lors de la l'honneur première édition. d'inaugurer. Elle restera dans l'histoire alors. Voilà, par une sorte de hasard. Oui, en fait, je venais assister, écouter les auteurs et en fait, Karim a cru que je venais lire un de mes textes et il se trouve que j'avais un de mes textes dans mon sac, donc j'étais en fait… C'était pas totalement un hasard quand même. C'était un petit peu, voilà. Entre les Mais deux. finalement, ça s'est très bien passé Et t'es revenu. et je suis revenue et de 5 petites pages collées avec du scotch, j'ai finalement, au terme d'un an, écrit un manuscrit. Donc c'est vraiment une réunion d'auteurs et avec un public et qui est assez stimulante en fait et qui permet vraiment aux gens de… D'accord, mais toi, avant de venir à l'écriture, tu es comédienne, hein? Oui, Tu as c'est fait ma une première école. formation. Ouais. Oui, Claude Mathieu à Paris. oui. Mm. Et tu as joué, m'as-tu dit, dans une série Oui. télévisée aussi? Tu peux nous dire quelques mots? J'ai joué un Petit rôle rôle. pour Alice Nevers sur TF1. Voilà. Eh ben, c'est pas rien du Mais, tout. et puis j'avais une compagnie de théâtre et tout ça. Donc c'est vrai que l'écriture est venue, j'ai toujours écrit un petit peu, mais est venue s'ajouter. Peut-être que ça va ensemble aussi, n'est-ce pas? Oui, en tout cas, c'est sûr que ça influence la manière d'écrire en fait, et d'aborder, je sais pas moi, le personnage ou les sensations. C'est vrai que de venir du théâtre, j'imagine que ça… Il y a souvent des comédiens, même peut-être plus des comédiennes qui passent à l'écriture, j'ai l'impression. Comédienne Oui, sur… Non, mais moi j'en Effectivement, c'est connais vrai. d'autres. Il y a effectivement peut-être une sorte de demande, je sais pas. Ouais, peut-être Tu peux une… plus répondre. Ouais, sur peut-être le je mécanisme. sais pas, une quête d'incarnation et puis c'est aussi un petit moyen de survie, c'est-à-dire que quand on n'est pas en train de jouer et on veut continuer, voilà, à se nourrir et à développer un espace créatif. Bien sûr, bien Donc, sûr. et puis voilà, et puis là en ce moment j'essaie de m'écrire je suis en train de m'écrire un monologue et donc de réconcilier Et ça peut les t'aider deux, en fait, voilà. puisque déjà tu sais comment peut-être ce que tu écris va être joué, n'est-ce pas? Oui, voilà. Donc, Oui, c'est un avantage. oui. Oui. On a, il y en a d'autres d'ailleurs, Work in Progress, qui viennent. Il y a Mohamed Ghelati par exemple, il y a des gens Oui, qui c'est vrai, développent qui vient du théâtre aussi. des monologues comme ça et qui viennent les tester. Ça Mm. arrive de temps en temps. Ouais. Et donc, toujours dans ce Work in Progress, Lou, alors ça sera bientôt le 33e numéro. Alors, par exemple, toi, qu'est-ce qui t'a un peu plus que d'autres, hein, les gens qui ont lu leurs textes? C'est des textes poétiques? C'est une question un peu piège. Hein. Bon, qu'est-ce qui t'a plus Ce qui parlé me plaît pour toi, personnellement. personnellement, bien sûr. Je ne sais pas Je si sais c'est que tu très écris de la intéressant poésie, de bien sûr. le dire Oui. par rapport… Mais oui, Bah, si. en fait, c'est souvent… mais c'est souvent la poésie, mais que ce soit pas seulement la poésie dans le sens restrictif du terme, mais les écritures qui ont une Un certaine souffle forme poétique. de poésie, d'humour. Mais ce qui est, en fait, vraiment ce qui est bien avec le Work in Progress, c'est justement de se laisser cueillir et surprendre par des écritures qui viennent, qu'on n'irait pas forcément chercher spontanément soi-même, mais qui viennent à nous comme ça et qui sont en plus des horizons très très variés, à la fois à l'intérieur d'une même session où on peut avoir des univers totalement contrastés
Et puis d'une fois sur l'autre. Et puis ce qui est bien, c'est que tous les genres sont tolérés, que ce soit la nouvelle, que ce soit des bouts de romans, que ce soit de la poésie, n'est-ce pas? Même des essais ou de la philosophie. Même des essais, on avait par exemple Vincent Cespedes qui est philosophe, qui est venu lire plusieurs fois. Donc c'est totalement ouvert. Il faut que ce soit de l'écriture en fait, voilà, quelle qu'elle soit. Eh bien, c'est tout à fait génial à mon avis. Je reviens à ton roman, à ce polar, alors, à Arab Jazz. Pourquoi as-tu choisi le polar? Pourquoi le polar te parle-t-il plus que d'autres genres? Ça, c'est confidence, confession. Non, maintenant j'ai tendance à dire que c'est peut-être le polar qui m'a choisi, en fait, tout simplement. Oui, aussi. On décide pas. J'ai pas commencé à écrire, en tout cas, ce roman en me disant je vais écrire un roman policier. J'ai commencé à écrire et il se trouve qu'évidemment, vu qu'à la deuxième page ou la troisième page, j'avais un cadavre sur les bras, j'ai été obligé de faire une enquête parce que bon, on peut pas laisser comme ça. Le sang couler Bah oui, impunément sur un balcon. Voilà, il fallait bien que je prenne le problème à bras le corps. Donc voilà, mais j'ai pas décidé à l'avance. En fait, j'ai d'abord eu ce personnage. Donc de Ahmed Taloudant, qui s'est imposé à toi alors? Bah, il était là, ouais, c'est ça, il a pris voilà, c'est lui qui tapait presque. Non, enfin, j'exagère un peu, je l'ai vu, disons plus exactement. Il était là, tout seul dans ce studio, un peu retiré du monde, un peu dépressif, ne survivant que grâce à la lecture des romans policiers en fait. Voilà, parce que bon, il a vécu, ça on comprend. Il est un peu en déprime au départ, c'est ça? Il est en déprime pour des raisons, il a vécu des choses assez dures, on va dire, sans trop en révéler. Donc il est dans une espèce de post-trauma, mais qui dure assez longtemps. Et finalement, les polars, il y a une phrase comme ça où, en gros, je sais plus, c'est l'imagination malade des autres, en fait, lui permettait de ne pas regarder les mondes dans le fond de son crâne. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il a des images horribles en lui de choses qu'il a vues ou vécues, et en fait, les polars, c'est-à-dire les images écrites par d'autres, lui permettent d'oublier les siennes ou de les mettre à distance simplement, quoi. Donc en fait, c'est une question de survie psychique pour le personnage. Et du coup, voilà, je me suis retrouvé avec un polar qui était à la fois un polar, mais en même temps une réflexion sur le polar aussi. C'est-à-dire que c'est un polar et un polar au second degré. Il y a une vraie enquête policière dedans. Mais il y a beaucoup de références à d'autres romans policiers et à ce que c'est que le roman policier, puisqu'Ahmed étant un grand lecteur de polar, forcément, ça fait partie de l'histoire en fait. Il y a un clin d'œil à Elroy aussi. Il y a un clin d'œil à Elroy, voilà, qui semble-t-il tu aimes bien, n'est-ce pas? À White Jazz. White Jazz, ouais. J'aime bien Elroy pour plein, enfin d'abord parce que c'est un bon écrivain surtout, et aussi parce que, comment dire, il parle d'une Amérique, il sait faire ce qu'on ne sait pas bien faire en France, c'est-à-dire le rapni, les races, quand je dis race, c'est au sens anglophone, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas plus bêtes que nous. Les Américains, ils savent très bien qu'il n'y a pas que scientifiquement la race n'existe pas, mais en même temps, les gens se perçoivent comme ça. Et donc, c'est à partir de cette réalité des perceptions largement négatives qu'on peut avoir les uns sur les autres en fonction des origines ethniques, raciales, religieuses. Et Elroy, il a composé son œuvre là-dessus, donc entre les Noirs, les Latinos, les Juifs, et chacun s'insulte, se traite mal, etc. Mais en fait, c'est juste une guerre normale de tous contre tous. C'est un peu une vision presque hobbesienne de la société. Oui. C'est le Léviathan, mais en fait, à la base, c'est l'affrontement, c'est la guerre civile, d'une certaine manière. Et après, comment est-ce que la société arrive à gérer ça? Donc, c'est pour ça que Elroy m'intéresse, parce qu'il parle de ces choses dont en France, souvent, on ne sait pas parler parce qu'on les édulcore. Déjà, quand on écrit souvent, si c'est un romancier blanc qui se met dans son roman à parler de noir ou d'arabe, on va soit penser qu'il est raciste, ou alors, s'il veut faire dans les bons sentiments, il va être un peu paternaliste. Enfin, on est toujours coincé comme ça. Ou alors si on n'arrive pas à trouver la bonne méthode, quoi. Ouais, il y a un truc où sinon, ça devient un dossier sociologique plus qu'un roman. Ou alors si c'est des descendants de l'immigration seconde, troisième génération, descendants de l'immigration maghrébine ou africaine, alors là, ça va être la littérature banlieue. Oui. On se retrouve toujours coincé. Donc voilà, moi, c'est vrai que la référence à Elroy et en tout cas à ce type d'écriture
dans le monde anglophone. Il y a d'autres auteurs anglais aussi qui m'ont influencé, comme Zadie Smith, Hanif Kureishi, Oui. Salman Rushdie. Oui. Parce que c'est des gens qui parlent de la société multiculturelle, mais sans aussi avec humour. Je sais pas, par exemple, un roman de Zadie Smith qui s'appelle White Teeth en anglais, Sourire de loup en français. Ça commence avec une scène hyper drôle où il y a un type, un anglais, blanc, il essaye de se suicider, ça se passe en 1970, au gaz. Donc il a fait tout un système, il a fait sortir un tuyau en caoutchouc du pot d'échappement pour Oui. faire re-rentrer le gaz carbonique par la fenêtre en la fermant bien, en calfeutrant, enfin voilà. Il allume et puis il attend tranquillement la mort. Et puis tout d'un coup, il y a un type qui vient frapper à la vitre, qui est un Pakistanais très très solide, quoi, carrure de boxeur, qui frappe à la vitre et en fait il lui dit vous savez pas lire, tu sais, puis il comprend pas, il est en train de se suicider, il veut qu'on le laisse tranquille et il lui dit vous savez pas lire et il dit vous voyez là il y a marqué boucherie halal. Halal, ça veut dire égorger, vous pouvez pas vous tuer comme ça. Ah, c'est marrant quand même. Hein. Et donc voilà, tout d'un coup, tout ce qui est ici, Oui. grand problème sociologique, genre le halal ou machin, Oui. le suicide, les rapports entre les gens de différentes origines, tout d'un coup, Zadie Smith, qui elle est moitié anglaise, moitié jamaïcaine, elle fait tout exploser dans un éclat de rire. C'est une grande blague. Voilà. D'où certainement son succès, n'est-ce pas? D'où son succès, bien Oui. sûr, parce que ça fait du bien, ça détend un peu. On en a marre de voir tout ça traité de manière aussi sérieuse et uniquement sérieuse. Et toi, Lou, est-ce que le roman policier te parle? Alors, Question. pas du Oui, tout. parce que le dernier texte que tu avais lu au Oui. Work in Progress, il n'est pas très loin de ce genre, à mon avis. Alors peut-être, malgré moi, le Il y a personnage des ambiances, en tout cas. Je ne sais pas comment tu vas poursuivre ton texte, mais Peut-être le personnage de Violet, peut-être elle a oui. un côté dangereux, je pense que j'aime bien les personnages qui sont un peu naïfs et dangereux, donc peut-être qu'un jour je vais me retrouver moi aussi avec un cadavre. Tu seras obligé de faire l'enquête. Pour l'instant elle est née dans un four mais elle a survécu, donc Voilà. ça devrait bien se passer, mais enfin, quoique. Mais non, justement ce que, comment dire, tu parlais des cases en termes d'identité et en fait c'est pareil, j'aime que ça s'entrechoque tout ça et qu'il n'y ait pas trop de frontières très, très marquées entre trop de cases pour y ranger des livres. Voilà. Et ce que j'aime beaucoup, notamment dans l'écriture de Karim aussi, c'est précisément que c'est un polar, mais avec énormément de questionnement peut-être. de questionnement et choses aussi qui sont dites, d'images qui sont- poétiques Oui. et de souffle et d'humanité, de toutes ces choses-là. Finalement, après, c'est un peu un prétexte, je dirais, la forme. La forme est toujours, oui, après, c'est pas, la forme est souvent un prétexte. Après, c'est technique, le polar permet. Pardon. Mais longtemps, Karim Miski, le polar, a été considéré un peu de second degré par la critique. Oui. Mais depuis quelques années, c'est un genre complètement entier aujourd'hui. Il y a toujours des gens, comme nous par exemple, qui ne lisent Oui. pas de polar, qui pensent que c'est une catégorie ou que c'est pas vraiment de la littérature, ou que c'est une catégorie qui en tout cas leur est complètement extérieure. Donc ça existe. Moi je pense que c'est compliqué les catégories, ça a des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire que si la catégorie roman policier avait existé au 19e siècle, il y a une partie des livres de Balzac, par exemple, qui seraient Qui seraient considérés comme des classés dans polars. ce- Parce oui. qu'en fait, C'est vrai. voilà, il y a de l'enquête, il y a du meurtre, il y a toutes les choses qu'on trouve. Il y a même beaucoup d'écrivains qui ont C'est- publié dans le polar et qui sont partis dans d'autres Voilà. branches, si je puis le dire ainsi, mais ils continuent à écrire des polars en fait. Mais pour moi, c'est un peu comme le rap, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, quand on va aux Victoires de la musique, je sais plus comment c'est aujourd'hui, mais enfin, il y avait toujours un problème de catégorie, musique urbaine, machin. Mais en réalité, qui est-ce qui vend le plus? C'est les rappeurs. Simplement, ça dérange l'institution de le voir et de le regarder et de l'admettre. Le polar, c'est la même chose. Le polar vend nettement plus que la littérature générale. Donc du coup, c'est comme si peut-être aussi il fallait payer un certain succès par une sorte de marque d'infamie. Il y a quelque chose comme ça qui est un peu C'est étrange vrai, et c'est particulier. Mais aussi parce que le roman policier, ça sert à dire des choses cachées sur la société. Ça sert à révéler ce qui a été caché. À révéler un ordre social injuste, à révéler que finalement les gens, ce qui les intéresse dans la vie, c'est aussi, je sais pas moi, voilà, toutes sortes de tromperies, le vol, le meurtre, qu'on a tous des images très tordues dans la tête et qu'on ne va pas forcément, heureusement, tous passer à l'acte, mais quand même,
c'est des choses qui sont là et qu'en tout cas, voilà. Et puis après, si on s'intéresse d'un peu plus près, comment se fait l'accumulation primitive du capital par le crime. Donc voilà, je pense que le polar sert à révéler ces choses-là en fait. Et c'est pour ça qu'on l'a mis aussi un petit peu, parce que c'est un peu subversif. Donc comme on met l'étiquette polar, on peut dire ce qu'on veut, ça c'est l'avantage, il y a une liberté. Mais ça demeure toujours un polar, oui. Oui, mais c'est qu'un polar, quoi. Donc c'est vrai. Mais est-ce que dans le polar, il n'y a pas souvent beaucoup d'action que dans d'autres textes? Si, normalement, il faut. Après, il peut y avoir des polars qui sont plus contemplatifs. Moi, le mien, il n'y a pas énormément d'action, par exemple. C'est quand même, ça se passe pas mal dans la tête des gens aussi. Il se passe des choses, sinon. Bon, bien sûr, c'est bien pas. sûr. Je veux dire, c'est pas. Comment dirais-je, c'est pas du Nathalie Sarraute, mais bon, Et après, il y a différents types où, je sais pas, Fred Vargas, par exemple, qui est publié dans la même collection que moi, chez Viviane Ami, elle aussi, c'est très onirique, presque, ces polars. On rentre dans un monde, on rentre beaucoup dans la tête, en fait, des enquêteurs, etc. Donc, on rentre dans un monde intérieur, comme ça, dans lequel le rythme devient autre. Il y a vraiment toutes sortes de romans policiers. Après, il y a des thrillers, où là, c'est moi ce que j'appelle dans Arab Jazz le polar industriel anglo-américain, c'est-à-dire, on sait que toutes les 3 pages ou 4 pages, il faut qu'il se passe quelque chose. C'est ça dans l'idée que je me faisais, c'est du la polar recette. qui pouvait avoir tendance à m'oppresser un peu. Quoi, mais parce qu'en fait, c'est ça qui aujourd'hui, les polars qu'on promeut, qu'on vend, que ce soit aujourd'hui, bon, il y a un peu plus les Scandinaves et tout ça, mais ils sont quand même sur des recettes aussi assez efficaces. Les Américains, évidemment, une partie des Anglais, tout ça. Bon, voilà, ce qu'on en connaît, c'est ça. C'est une efficacité narrative comme ça pour que le lecteur ne décroche jamais. Quoi. Karim Miske, est-ce qu'il y a une différence entre thriller et polar? Oui, il y a plein. Après, il y a roman noir, il y a thriller, il y a polar, il y a plusieurs catégories comme ça. Ouais. Moi, j'ai des fois du mal à voir où est la différence. Ouais, c'est pas toujours simple, quoi. Mais bon, on va dire que le polar va plus être un roman d'enquête un peu classique. Le roman noir, l'enquête peut être un peu au second plan, mais ce qui compte, c'est justement le fait de plonger dans les bas-fonds de la société, d'aller vraiment loin en profondeur et d'en sortir une vision très très sombre du monde. Le thriller, ça va être plus voilà, comme des romans d'espionnage, mais plus style James Bond, c'est-à-dire qu'il se passe tout le temps quelque chose, le héros est tout le temps en danger, il doit tout le temps sauver sa peau et découvrir des choses parce que sinon il continue d'être en danger. Est-ce que pour écrire un polar, il faut avoir beaucoup d'imagination? Ça vaut mieux, ouais. Ça vaut mieux, hein. C'est préférable. Chase, est-ce que tu as lu James Edgley Chase, par exemple? Ah ouais, j'en ai lu plein. Quand j'étais jeune, en fait, j'ai commencé pratiquement par Chase, ouais. Mais c'est vraiment pas ce qu'on fait de meilleur, hein, d'un point de vue littéraire. C'est pas par rapport à ça. Mais c'est intéressant, ça maintient l'intérêt. C'est quelqu'un qui a raconté les États-Unis alors qu'il n'y était pas allé. Oui, effectivement, c'est un Anglais. Il n'est Anglais. parti aux États-Unis que vers la fin de sa vie. C'est pour ça que je parle d'imagination. Oui, on peut complètement, mais dans d'autres genres littéraires aussi. Hein. Il y a des gens qui écrivent sur des endroits où ils ne sont pas allés, heureusement. Du coup, c'est une recréation mentale, en fait. Ce qui compte, c'est la fiction, quoi. C'est ce qu'on invente. C'est tout un art. On fait juste une petite pause et on revient au débat. On revient donc au débat avec l'écrivain et cinéaste Karim Miske et la poète et comédienne Lou Garion. Alors Karim, on disait donc que dans tout art, il faut de l'imagination. Oui, c'est sûr, il en faut, ouais, il vaut mieux, enfin, en tout cas dans le roman policier, pour inventer des histoires, il faut de l'imagination, ça c'est sûr. Et dans tes documentaires, alors, il faut aussi de l'imagination, mais il faut peut-être plus de travail. J'imagine que ton dernier, donc juif et musulman, si loin, si proche, t'as pris quand même beaucoup de ton temps, de ton énergie. Oui, moi ça m'a pris 3 ans à temps plein. Oui. Voilà, il y avait des gens, c'est la production qui avait initié le travail avant de me le confier, parce qu'avant j'avais fait Musulmans de France pour la même maison de production. Et donc eux, je pense qu'en amont, en développement, comme on dit, ils avaient travaillé pendant 1 an à peu près pour voilà, commencer à faire un peu le tour de ce qui existait sur cette histoire, aussi chercher de l'iconographie, enfin avoir un peu tous les éléments. Et puis après, bon voilà, moi je suis arrivé à ce moment-là parce qu'il fallait un réalisateur. Et voilà, donc 3 ans. Ouais. 3 ans avec de une travail, équipe. Mais ce film a une particularité, hein, c'est un dessin animé au fait, avec des interviews hein, de chercheurs, d'universitaires, et qui sont à travers les 4 coins du monde.
Oui, alors on a tourné à Paris, Londres, Cambridge et New York. Bon voilà, et à New York, on a eu des gens qui venaient un petit peu de différents endroits des États-Unis et du Canada. Et à Paris, on en a eu aussi qui sont venus un petit peu d'ailleurs. Voilà, mais c'était donc essentiellement des universitaires qui venaient Est-ce que c'était facile de trouver les universitaires, les chercheurs, et qui acceptent de raconter cette histoire? En général, ils acceptent, hein, parce que bon, ça fait partie de la. Je considère, enfin, que ça fait partie du métier du chercheur de restituer, parce qu'il cherche aussi pour nous tous, en fait. Donc c'est normal qu'il parle dans un film. Mais trouver les bonnes personnes, c'est vrai que c'était un travail délicat. On a voulu, disons qu'il y avait deux critères. D'une part, on voulait que la majorité des intervenants soient eux-mêmes, issus d'une histoire qui les relie à ça, c'est-à-dire qu'ils soient assez proches de la question. Oui, d'origine entre guillemets juive ou musulmane. Enfin, ça ne veut pas dire grand-chose d'origine musulmane, mais bon, finalement, c'est une identité qui n'est pas que religieuse, qui est aussi culturelle et oui, d'une histoire héritée, quoi. Donc la plupart des chercheurs sont soit voilà, avec un background juif ou musulman, et qu'en même temps ils puissent être assez distanciés, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas, militants affirmés. Qu'ils ne soient pas des activistes. Qu'ils ne soient pas des activistes. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas leur sensibilité. Bien sûr. Et leur sensibilité fait qu'ils ont des opinions et qu'elles peuvent être divergentes ou opposées, mais c'est pas la première caractéristique, disons, quand il parle de cette histoire, n'est pas l'engagement politique, mais plutôt la vision, et plus un engagement, on va dire, citoyen dans ce sens-là, c'est-à-dire d'établir les faits, et d'établir les faits d'une manière qu'elle ne soit pas fermée dans une vision totalement idéologique de l'histoire. Lou Garion, est-ce que tu as vu les films de Karim Miski? Non, pas encore. Parce que ça te concerne quand même. Oui, ça me concerne, oui, directement. Tes parents viennent d'Algérie, ils sont juifs. Mon père, oui. Ton père, oui, il te parle. Il peut te parler, cette série de films, n'est-ce pas? Oui, complètement. J'ai mon père qui est juif, né en Algérie. Et voilà. Et c'est vrai que... Il garde-t-il des souvenirs de ce pays qui aujourd'hui est loin pour lui? Oui, c'est un sujet assez, je dirais pas tabou, mais à la fois les peu de choses qui filtrent de temps en temps, c'est des espèces d'images un peu idéalisées ou un peu paradisiaques sur Oran ou sur des souvenirs. Alors qu'il est resté très peu et qu'il devait être encore très petit garçon quand il est parti. Il est revenu définitivement. Il y a une espèce de palette comme ça un peu onirique d'images qui lui restent et puis des choses un peu plus dures dans de l'arrachement. Bien puis sûr, c'est un déchirement pour lui et des milliers de personnes, d'autres personnes, bien sûr. Voilà, mais c'est vrai que j'entre doucement en matière pour auras tout le m'approcher de toute cette tu auras tout le temps de histoire. rentrer dans ce monde. Il est préférable que tu rentres par la poésie. Et Karim Miski, alors, je reviens à ce film et les réactions alors des gens ici et là. Comment elles ont été? Majoritairement positives en fait. Oui. Voilà, que ce soit alors des gens qui sont ni juifs ni musulmans, mais qui ont envie d'y comprendre quelque chose, parce que on est toujours confronté. En fait, je pense que beaucoup de gens, qu'ils soient héritiers ou pas de cette histoire, ont une difficulté dans le fait d'être sommés d'avoir une opinion en fait. De dire bon, il faut choisir un camp contre l'autre. Alors après, on peut tout à fait penser, comment dirais-je, on peut avoir une vision sur ce qui se passe aujourd'hui, par exemple. C'est une chose. Mais le problème, c'est qu'assez souvent, cette vision-là, elle va, comment dire, quand on regarde la télé, qu'on lit des journaux et tout ça, on est confronté à deux discours antagoniques qui ne se rejoignent pas. C'est comme des droites parallèles en fait, et chacun est sur ses rails et suit son truc et ça communique pas. Même donc, je pense si que par ailleurs, il y a des gens qui tentent de rapprocher quand même les uns et les autres. Il y a des gens peut-être qu'on n'en parle pas beaucoup de ces gens-là. Il y a des gens qui tentent de rapprocher, mais il y a toujours une grande difficulté et bon, il n'y a pas réellement de solution. Hein. Moi, ça m'a frappé, par exemple, j'étais allé voir le concert El Gusto. Oui.
De ces musiciens qui viennent pour la plupart d'Algérie. Voilà, donc, d'Algérie. Qui ont joué ensemble. Qui ont joué ensemble. Musulmans, C'est juifs. ça. Et donc il y avait les musulmans qui venaient d'Algérie et puis les juifs qui étaient d'origine algérienne Oui. ou nord-africaine mais qui n'y vivaient plus Oui. évidemment, donc qui vivaient en général en France. Et donc voilà, la cinéaste, Safinès, j'ai oublié son nom de famille, donc les a réunis pour faire ce film et après elle en a fait une série de concerts. Et moi je trouvais ça très émouvant parce qu'en fait on sentait bien que dans la salle c'était majoritairement des gens originaires du Maghreb et qui étaient soit juifs soit musulmans et que là ils communiaient dans quelque chose qui était leur culture commune en fait parce que cette Bien culture, le shahabi, ça appartenait à tout le monde, la film plupart et les des concerts voilà. ont eu un succès fou. Mais en même temps, ce qu'on sentait aussi fortement, enfin après, c'est Oui. parce que moi je travaillais déjà sur le sujet et ça Bien m'intéresse, sûr. c'est que chacun rentrait dans la salle en oubliant un petit peu son point de vue sur le conflit du Proche-Orient et sur l'histoire algérienne, parce qu'en fait, aujourd'hui ça s'est mélangé. Et en ressortant, chacun reprenait ses opinions, ce qui est tout à fait normal. Mais donc voilà, les uns voilà, plutôt pro-israéliens et les autres pro-palestiniens. Les uns... donc souvent aujourd'hui on entend ces discours-là, les musulmans reprochant aux juifs d'avoir accepté la citoyenneté française avec le décret Crémieux, donc on sent bien que ça se Là, mélangeait. c'est déjà plus ancien. Hein. Oui, Là, mais en fait plus c'est des ancien. choses qui ressortent et qui sont toujours Oui. présentes, et qui sont présentes dans la mémoire et qui sont présentes dans la manière dont les uns et les autres se voient. Donc chacun prend tel moment de l'histoire et le met en avant, qui est le moment en général où il a un truc à reprocher à l'autre. C'est vrai. C'est vraiment une vraie histoire de couple en fait. Et donc voilà, donc par C'est ça, exemple, oui. donc les musulmans vous reprochez aux juifs le décret Crémieux et les juifs vous reprochez aux musulmans les massacres de Constantine en 1934. Et chacun a son passif en fait et construit son histoire sur ce passif. Donc moi, l'idée du film, c'est d'essayer de raconter tous les événements Mais la à force, la suite les uns justement, des autres pour la force justement voilà. de ton film, c'est qu'il revient en arrière où il y a eu des périodes nettement plus heureuses. évidemment, de il y a ces eu rapports-là. absolument. Mais c'est toujours pareil parce que par exemple, aujourd'hui, on va voir des associations où les gens vont utiliser le nom de El Andalus, donc essayer de revenir à cette Andalousie mythique où tout se passait bien Oui. et où en fait tout se passait pas uniquement bien. Non, il y a eu aussi des périodes où ce n'était pas facile. Voilà, Oui. et il y a toujours aussi, mais parce qu'en fait il faut regarder l'histoire de manière un peu distanciée et dépassionnée. C'est-à-dire que le Moyen-Âge, par exemple, c'est une période où le concept d'égalité citoyenne, ça n'existe pas, où globalement, si on n'est pas de la bonne religion, qu'on soit en Orient ou en Occident, ou plus exactement dans le monde musulman ou dans le monde chrétien, on n'est pas citoyen, donc les juifs n'étaient citoyens nulle part, c'est ce qu'on dit au début du 3e épisode. Mais Oui. effectivement, à l'époque de Al-Andalus, on peut dire que globalement, ça se passait plutôt mieux côté musulman que côté chrétien. Mais dans un système où, de toute façon, les juifs allaient toujours être des inférieurs, puisque c'était comme ça qu'on concevait le monde à cette époque-là. C'est que si on n'était pas chrétien dans l'Europe chrétienne, on était en dessous, et si on n'était pas musulman Ceci dit, les juifs n'ont voilà. pas eu aussi uniquement de bons rapports avec les chrétiens. Non, non, pas du tout. Je dis Ça, tout c'est à fait. c'est une histoire un peu méconnue aussi aujourd'hui. Non, elle est pas méconnue. C'est simplement qu'aujourd'hui, on considère que l'antisémitisme, c'est devenu la faute des Noirs et des Arabes et on oublie le reste. Ça ne veut pas dire qu'on a oublié toute l'histoire. Les gens savent très bien que les pogroms, ça s'est passé en Europe, etc. C'est comme un déplacement, un tour de passe-passe, quoi, tout d'un coup, qui fait que on met un peu des traits, mais on l'a pas complètement oublié. C'est un peu plus complexe. C'est-à-dire que si vous discutez avec des gens qui connaissent on n'a pas oublié. On se promène dans les rues de Paris, partout. Il y a marqué le nombre d'enfants juifs qui ont été déportés, bien sûr. la complicité de la police française. Bien Donc sûr. ça peut pas s'oublier. La mémoire, elle est là, mais on fait comme si ça ne concernait plus les Européens aujourd'hui. C'est plutôt ça, que ça s'est déplacé et que ça ne concernerait que soit les Européens d'origine post-coloniale, on va dire, soit les Arabes et les musulmans ailleurs. Alors qu'en fait, tout continue de coexister, que l'antisémitisme n'a pas disparu de la société française, entre guillemets, de souche, loin de là. C'est plutôt qu'on essaye de se débarrasser du problème sur les autres parce que c'est pratique, quoi. Mais le problème, c'est que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que quand les musulmans disent oui, mais à l'époque, au Moyen-Âge, ça se passait très bien, ils oublient de dire un truc, c'était quand même le statut de dhimmi, qui était un statut d'inégalité. Donc chacun oublie toujours ce qu'il arrange pour... et tout le monde fait des tours de passe-passe, en fait. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Mais toi, tu le rappelles dans le film.
Karim Oui, Biscuit, oui, tu tout le à fait, rappelles. tout à Et tu fait. rappelles par exemple qu'une des dynasties en Andalousie avait comme chef des armées un juif. Absolument, absolument. C'est pour montrer que la complexité, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait le statut de la dhimma qui faisait que les juifs et les chrétiens avaient un statut d'infériorité, mais exactement comme les juifs avaient un statut d'infériorité dans l'Europe chrétienne de l'époque, donc c'était pas très différent. Mais effectivement, c'est un peu le fait du prince, c'est-à-dire que le sultan considérait que le meilleur pour être un général dans son armée étant un juif. Il oubliait le statut, il oubliait que c'était un dhimmi et il lui donnait l'armée à commander parce qu'il voulait gagner la guerre. Ce qui était très pragmatique. Ceci dit, ça existait aussi dans d'autres dynasties comme les Fatimides au Caire qui ont donné des postes aux chrétiens et aux juifs de très grands postes. Tout à fait, tout à fait. Le statut, parce que finalement c'est l'État à la fin il faut faire fonctionner un État. Et c'est ça qui est intéressant et qui pourrait être une leçon pour les dirigeants d'aujourd'hui, c'est qu'effectivement les dirigeants de cette époque, ils étaient face à une loi religieuse parce qu'il n'y avait pas de loi civile, donc c'était la charia. Et donc ce qu'on a appelé le pacte d'Omar, qui n'a pas été édicté par Omar, enfin bon, c'est une autre histoire, mais en tout cas, la loi leur disait que oui, il fallait pas donner des postes, il fallait pas que les non-musulmans puissent commander à des musulmans, c'était ça en fait le statut. C'est-à-dire que les juifs et les chrétiens ne devaient pas monter à cheval, ne devaient pas commander à des non-musulmans, etc. Et puis quand ça les arrangeait, ils ne respectaient pas ça parce qu'ils avaient besoin, si le meilleur administrateur il était chrétien, ils allaient le prendre, si le meilleur chef de guerre il était juif, ils allaient le prendre. Et puis c'est tout, quoi. Parce que l'État, finalement, ne doit pas se prendre les pieds dans la loi religieuse, en fait. Ce qui est une leçon qu'on pourrait retenir aujourd'hui. Oui, ça peut servir effectivement. Et toi, donc, tu as projeté quand même le film, me semble-t-il, au Maroc, en Algérie, Oui. en tout cas quelques épisodes, si Oui. ce n'est un seul, je ne sais pas. Ça dépend des endroits, des fois tous, des fois deux. Et alors, comment est-ce que le film a été reçu là-bas? Le film a été reçu de manière mitigée, c'est-à-dire que je pense qu'il y a eu un vrai intérêt à découvrir des pans d'histoire qu'ils ne connaissaient pas, mais il y a eu aussi une vraie difficulté à admettre que les torts n'étaient pas que d'un côté. Voilà, je pense que le truc... Encore une fois, chacun disait qu'il était un peu le plus apte à se raconter de manière positive, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que le truc, c'est que c'est simple, c'est par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, Israël-Palestine. Hein. C'est-à-dire qu'ils disent, puisqu'il y a eu Gaza, puisque depuis la création d'Israël, c'est les Palestiniens qui souffrent, on ne doit pas mettre ça d'une certaine manière en équation avec ce que les musulmans ont pu faire à d'autres moments aux juifs ou au fait que... donc dans les discussions, moi je disais, oui, moi je suis tout à fait d'accord pour condamner ce que fait Israël en tant qu'État par rapport aux Palestiniens. C'est parce que tout le monde est responsable de ses actes. Donc aujourd'hui, c'est ça la vérité et il faut la dire. Mais en même temps, il n'y a pas de raison, il n'y a pas un raisonnement logique qui peut faire dire que ça justifie le fait que les juifs du monde arabe ont été poussés vers la sortie. Or, ils l'ont été. De manière différente selon les endroits. Il y a eu même il y a eu aussi beaucoup de malentendus. Voilà. Hein. Il y a eu, par exemple, en Algérie, des juifs qui ont participé à la guerre contre le colonialisme français, qui ont été dans le FLN. Il y a eu par exemple Alice Cherki, que je connais bien, Oui, bien sûr. et il y en a d'autres qui Les étaient en Tipsites, Algérie. bien sûr. Oui, tout à fait. Ben, c'est des choses qu'on préfère... le problème, c'est après, ça, c'est tout est Là, lié. par exemple, on est... ces exemples dérangent les pouvoirs autoritaires. C'est le cas de l'Algérie, par exemple, Oui. qui occulte cet engagement des Juifs, parce que pour Ils le étaient... discours officiel, Tout à fait. il faut toujours dire du mal un peu, justement, de l'État d'Israël. Ben, on a cessé de faire la distinction entre Israël et Juifs, en fait, tout simplement. C'est ça qui s'est passé. Et que donc, finalement, dans l'opinion arabo-musulmane aujourd'hui, de manière générale, et sûrement l'Algérie est un des pays où c'est le plus marqué, en tout cas au Maghreb, c'est le pays où c'est le plus marqué, il y a eu cet écrasement, c'est-à-dire que l'identité juive s'est retrouvée écrasée par la réalité politique israélienne. Et le problème que ça pose, et peut-être c'est ça qui est difficile à comprendre, mais qui serait important à mon avis, mais bon, après, Oui. c'est pas à moi de... C'est-à-dire qu'en fait, ça fait partie de l'histoire du Maghreb, c'est-à-dire que les Juifs sont une partie intégrante de l'histoire du Maghreb et que les éliminer, c'est éliminer une partie de Une soi-même. partie de soi-même, carrément. Et donc la Depuis problématique, très elle est là, longtemps, en fait. Les Et- Juifs sont en Afrique du Nord depuis 5 siècles avant Jésus. Ouais. Et donc, la religion juive a été longtemps pratiquée en Afrique du Nord. Et donc là, il y a un problème. Mais le problème, il ne devrait pas être si compliqué, c'est de faire la séparation. C'est-à-dire,
on peut penser ce qu'on veut de ce que fait l'État d'Israël, qui est responsable de ces actes, et on peut le critiquer, mais c'est pas pour autant que on doit considérer que chaque juif en est responsable. C'est exactement la même chose que ce que les musulmans reprochent quand ils disent on en a marre de se justifier pour Ben Laden. Oui. Et surtout, ça ne doit pas légitimer l'occultation du passé, parce que là, du coup, c'est un problème de construction identitaire de chaque individu au Maghreb aujourd'hui, d'être amputé, de se construire dans une histoire amputée, en fait. C'est vrai. Je reviens à toi, Lou. Tu as écrit un roman. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot, hein? Le roman va paraître. Après tout ce qu'on vient d'évoquer. Ben oui, on va alléger un peu l'atmosphère. Oui, en fait, à travers le matériau que j'ai pour ce bouquin, c'est des lettres qui n'ont pas été envoyées. Le titre m'est venu en anglais, Never Sent Love Letters. Oui. Et c'est un peu une exploration, les lettres d'amour qui n'ont jamais été envoyées. Ouais, voilà. parce que c'est pas n'importe quelle lettre, des lettres d'amour. Voilà, c'est des lettres d'amour, enfin amour étant évidemment un terme à ne pas employer, enfin très peu, mais disons que c'est une exploration du ratage amoureux à travers un personnage assez loufoque qui s'appelle Rachel. Oui. Et voilà. Les lieux sont nommés, c'est une ville, c'est un coin ou pas du tout? C'est des lettres qui sont écrites un peu de partout en voyage, en Andalousie, sur des coins de bar, sur des têtes d'oreiller, sur des... Voilà, c'est un peu itinérant. Ces bouts de lettres écrits un peu partout. Tu fais voyager le lecteur alors à travers ces voilà, lettres, à travers à la fois à travers l'espace et à travers les rencontres ou les non-rencontres aussi. Ou les non-rencontres aussi. C'est vrai qu'on a souvent une idée romanesque de l'exploration, de grandes passions, de choses merveilleuses. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est aussi intéressant. C'est à la fois un personnage idéaliste et un petit peu... C'est un peu perdu aussi. Un texte qui essaie de dire l'incommunication du monde d'aujourd'hui, peut-être? Oui, et puis, oui, ça peut être ça, la difficulté à se rencontrer, quoi, vraiment. Oui, oui. Et la difficulté à être en relation avec soi-même, avec les autres. Voilà, finalement, c'est la même chose. C'est la même chose. Juifs, musulmans, hommes et femmes, allons-y. Oui, bien sûr. Voilà. Ça c'est vrai. Karim aussi, je crois savoir que tu vas sortir un nouveau texte. Oui, au début 2015, ouais. C'est toujours chez Viviane Ami. Toujours chez Viviane Ami, oui. Ça va s'appeler N'appartenir. C'est sur l'appartenance ou la non-appartenance. Ah, encore? Ouais, donc c'est un peu comme une suite de... Enfin, d'ailleurs, je l'ai écrit dans la suite. C'est un texte qui a une histoire un peu complexe, mais que j'ai écrit dans la suite du film Juifs et musulmans. Peut-être aussi pour me débarrasser une bonne fois, parce que dans Musulmans de France, j'avais aussi abordé ces questions d'identité. Tu vas nous dire un mot sur ce documentaire, effectivement, que tu as réalisé en 2009, je crois. Oui, il est passé en 2010, il me semble, ouais. À la télé, je crois. Et donc voilà, ce qui m'intéresse, c'est comment... ce qui m'avait intéressé dans Musulmans de France, c'était comment établir une identité tout en la déconstruisant. C'est-à-dire qu'en fait, une identité, c'est toujours quelque chose de construit. Il n'y a pas d'essence. Enfin, moi, je ne suis pas en tout cas un essentialiste personnellement. Est-ce qu'on n'exagère pas un peu le côté religieux dans l'identité? Est-ce que la religion n'est pas au final qu'une affaire privée? Est-ce qu'on ne peut pas avoir une identité en dehors de la religion? On devrait pouvoir. Après, on ne peut pas dire que la religion n'est qu'une affaire privée, parce que sinon, ça n'existerait pas. Donc, si, ça pourrait exister. Non, mais c'est ça forcément... se verrait moins peut-être. La question de la foi est peut-être plus une question privée. Voilà, oui. La question de la foi est privée, mais la religion est toujours en partie publique, forcément, parce que sinon, il n'y aurait pas d'église, il n'y aurait pas de mosquée, ça se verrait pas, quoi. Et puis, étymologiquement, religare, ça veut dire relier. Il y a des éléments plus importants qui pourraient constituer l'identité. Je pense qu'en tout cas, le problème aujourd'hui, c'est que l'identité est de plus en plus vue comme étant religieuse et que, effectivement, ce que j'essayais de raconter dans Musulmans de France, c'est comment, en gros, les Berbères, les Arabes et les Noirs qui sont venus, donc les différentes populations coloniales à l'époque musulmanes qui sont venues former
les prémices de ce qu'on appellera plus tard les musulmans. À l'époque, on les appelait indigènes. Oui. Au tout début, d'ailleurs, on les appelait plutôt kabyles parce que c'était les premiers qui sont arrivés, en fait. On les a appelés ensuite assez rapidement indigènes. Et puis immigrés, puis maghrébins. Finalement, aujourd'hui, c'est la catégorie musulman qui fait sens pour les gens et l'identité est devenue apparemment religieuse. Mais les gens ne sont pas plus religieux pour autant dans leur réalité. C'est comme ça qu'on les voit et c'est à cette place qu'on les met. Donc moi, l'idée du film, c'était justement de montrer ça. Tu as réalisé donc ce film Musulmans de France. Hein. Si je te posais la question, il y a combien de musulmans en France? Comment peut-on le savoir? On ne peut pas le savoir parce qu'en plus en France, c'est interdit les statistiques ethniques et religieuses, donc c'est vraiment compliqué. Parce qu'on catalogue bien des populations de ce vocable musulman qui n'en sont pas du tout. Non, non, non. Après, bon, en tout cas, dans leur pratique. Dans leur pratique. Après, je pense que beaucoup de gens se disent musulmans, même s'ils ne sont pas pratiquants, ils sont souvent un peu croyants. Après, il y en a qui sont athées exactement comme chez les chrétiens, mais il y a des gens qui sont athées qui vont se dire chrétiens aussi parce que c'est un héritage culturel. Oui, c'est vrai. Et chez les juifs, ça c'est très fréquent pour le coup d'avoir des juifs athées. Donc les identités, elles sont complexes et elles se vivent à plusieurs niveaux. Il faut juste laisser respirer les gens, moi je pense, par rapport à ça, et qu'ils choisissent ce qu'ils veulent être et que ce ne soit pas uniquement le regard de l'autre qui leur impose d'être à cette place-là. Parce que le problème que ça pose, c'est qu'effectivement, on met beaucoup de gens à cette place, donc aujourd'hui 2 musulmans, qui ne se seraient pas spécialement posé la question, qui s'en ficheraient un peu. Et dans certains cas, si ça va avec de la discrimination, bah, ça provoque aussi une surenchère identitaire et religieuse. Donc ça n'arrange pas forcément les choses. Mais on ne va pas empêcher les gens de penser ça, de penser quand ils voient quelqu'un qui a un air arabe ou africain, de se dire qu'il est musulman. C'est le premier réflexe aujourd'hui en France ou en Europe. C'est comme ça, donc forcément on est assigné à cette place-là. Comment on répond après? Est-ce que ça a toujours été comme ça justement, Karim Miski? Est-ce que dans les années 40, dans les années 50, ces gens-là étaient aussi là? Est-ce qu'on les cataloguait ainsi de musulmans? Non. C'était peut-être plus rare. Moins parce qu'à l'époque, mais parce qu'à l'époque, ce qui comptait, c'était la réalité coloniale. Donc on était dans une autre époque où... Et d'ailleurs, la France était plutôt fière de ses musulmans, en fait. Par exemple, quand on voit quand il y a la mosquée de Paris qui est inaugurée, bon, c'est un peu plus tôt, c'est en 26. En 26, c'est en hommage à ceux qui sont morts durant la Première Guerre mondiale. Voilà, et c'est Lyautey qui est là. Qui ont combattu donc, pour la France. Ah oui, oui, puis moi je suis allé à une époque, j'ai filmé à Verdun et tout. Bon, on les voit, hein, les tombes et tout. Oui, bien sûr. Les tranchées ensevelies. Enfin bon, c'était des centaines de milliers de gens qui sont morts. Donc à l'époque, la France était fière de ses musulmans. Donc ça posait pas de problème, et du coup on les voyait par rapport à leur pays d'origine, essentiellement. À l'époque, c'était encore majoritairement Algérie, donc c'était ça. Après, on les a vus comme des fellouz au moment de la guerre d'indépendance algérienne, et etc., etc. Et le regard, ce qui est intéressant, moi, ce qui m'a fasciné en faisant ce film, c'est de voir qu'à chaque époque, le regard change. Il change sans cesse. Est-ce qu'aujourd'hui, il change encore alors plus que c'est les mêmes avec personnes la crise ou leurs enfants? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que ce regard change encore plus aujourd'hui par rapport à ces émigrations, par rapport à la crise économique? Disons qu'aujourd'hui, on est dans un truc qui commence à être un peu figé, quoi. C'est-à-dire qu'on en est à la 2e, 3e ou 4e génération, ça dépend des familles. Donc les gens ont fini par comprendre qu'ils n'allaient pas partir. Ça, c'est déjà depuis un moment. Depuis un moment, mais bon, là, ça s'est bien ancré. Puis en plus, voilà, il y a une revendication d'avoir une place dans la vie publique, politique, etc. Donc ça devient de plus en plus fort. Donc je pense pas que ça va changer. Je pense que cette catégorie religieuse, malheureusement, elle va rester. C'est pour ça que ce qui est important, c'est qu'est-ce qui en est fait. C'est-à-dire, on ne peut pas forcément changer le regard des gens, mais on peut l'habiter de manière différente. Et ça, ça appartient à chacun après. C'est vrai, malheureusement, on arrive au bout du voyage de notre émission. Peut-être qu'on a oublié quelque chose. Karim Miski d'abord, ou bien un dernier mot, je ne sais pas. Je ne sais pas, moi j'ai beaucoup parlé. Non, mais je pense qu'on a dit ce qui... On peut donner rendez-vous au Work in Progress. Oui, Work in Progress. Vous pouvez répéter l'adresse. Le 26 du coup. Oui. Alors l'adresse c'est aussi rue de Vaucouleurs, près du métro Couronne, c'est ça? Au Pitch Me. Voilà. Eh bien, rendez-vous. Et le resto est ouvert tous les jours, sinon. Le resto est ouvert. C'est super bon. Eh bien, Karim Miski, Lou Garion, merci d'être venu dans le Graffiti. Merci d'être venu à Berbère Télévision. Je vous en prie. Vous aussi, mes amis, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.